Alors, il y a beaucoup de stéréotypes attachés à la parentalité en entreprise. Si on est une maman, bien voilà, on va avoir des stéréotypes liés à la disponibilité, liés à la fatigue, qui fait que voilà, qui dit stéréotype dit biais décisionnel, hein. Un manager qui doit proposer à l'un de ses collaborateurs une promotion avec plus de responsabilités va peut-être, en pensant bien faire d'ailleurs, se dire ah bien Stéphanie, elle a 3 enfants, elle ne va pas s'en sortir si je lui propose ce job, alors que Christophe, on ne se pose pas la question de savoir combien d'enfants il a et quelle est son implication sur les questions parentales. Donc voilà un exemple de stéréotype. Mais ça touche aussi les hommes, hein, parce qu'on voit des jeunes hommes qui quittent une réunion à 18 h pour aller chercher leurs enfants à la crèche et à qui quelqu'un dans la réunion va dire ah bah tiens, moi, un homme hein, en l'occurrence, va dire bah moi de mon temps c'était mon épouse qui s'en occupait, etc. Donc voilà, on est homme, bon, on n'a pas forcément à s'engager dans les tâches domestiques et familiales. Vous voyez le type de stéréotype. Donc voilà, on pourra en citer à l'envi, mais c'est vrai que quand je parle de biais décisionnel, c'est pour dire qu'effectivement, dans le recrutement, ça peut pénaliser. Alors souvent les femmes, hein, en âge d'avoir des enfants d'ailleurs, hein, parce que ben, voilà, le recruteur peut se dire bah, va être moins disponible, elle va s'arrêter en congé maternité, etc. D'où d'ailleurs le fait de créer des droits parallèles aux hommes, au bénéfice des hommes, hein, type congé de paternité, voilà, qui va être augmenté au 1er juillet 2021, en termes de durée, donc des congés parentaux qui vont aussi flécher plus les hommes, la protection juridique anti-licenciement pour les nouveaux pères aussi, qui voilà, pendant 10 semaines protège un nouveau papa de tout licenciement. Alors voilà, on n'est pas dans la même situation qu'une femme qui est enceinte, qui annonce sa grossesse, qui ensuite va prendre un congé de maternité, puis va être, on va dire, quand même protégée par le droit social, même à son retour de congé maternité. Donc là, sur une femme, on est presque sur une année de sanctuarisation de son job, hein, autour d'une naissance. Donc 10 semaines à côté pour l'homme, c'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que le fait de créer progressivement quand même des similarités de droit baisse ce côté discriminatoire qui pénalise les femmes, notamment dans des situations de recrutement. Ça peut être des discriminations salariales, même si aujourd'hui l'appareil légal permet quand même là aussi de compenser les différences d'écart de salaire, mais enfin ça peut encore arriver, d'accès à la formation, d'accès à des promotions, donc la progression dans l'entreprise, voilà, d'où à un moment donné cette notion de plafond de verre. Hein, voilà, qui fait que, comme par hasard, on ne retrouve que des hommes dans les strates les plus hautes de l'entreprise et plus de femmes. Donc voilà, tous ces stéréotypes-là perdurent et un engagement en faveur de la parentalité en entreprise et en faveur de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, et là aussi pour venir contrecarrer ces stéréotypes, ces freins culturels, et faire bouger les choses positivement. En termes de processus de protection des salariés contre les discriminations, j'ai évoqué le fait de sensibiliser le management, parce que c'est vrai que sans forcément parler de situations conflictuelles voilà, où le salarié va être obligé de faire un recours, de porter plainte, d'impliquer les prud'hommes dans la résolution d'un litige avec son employeur. C'est vrai qu'au quotidien, voilà, le management peut commettre des mini-cas de discrimination, voire des gros cas, même s'ils ne sont pas ensuite conflictuels. Mais voilà, donc c'est vrai que sensibiliser le management, c'est vraiment très important. Sensibiliser aussi et former l'ensemble des personnes qui s'occupent des ressources humaines dans l'entreprise, parce que c'est souvent vers elles que peuvent se tourner des collaboratrices ou des collaborateurs qui se sentent lésés. Et puis il y a des dispositifs qui sont souvent plus structurés dans un certain nombre d'entreprises, ils n'existent pas partout, mais où pour un salarié qui se sent discriminé, il y a vraiment toute une procédure presque
voilà, comme une procédure judiciaire finalement où la personne peut presque porter plainte et où son dossier va être instruit en interne dans l'entreprise, où les partenaires sociaux vont être impliqués dans la résolution du conflit, etc. Donc il y a un certain nombre de dispositifs. Le défenseur des droits est là aussi hein, pour recevoir des plaintes de salariés, donc il en instruit un grand nombre chaque année. Donc il y a tout un arsenal, en effet, qui permet aux salariés voilà, de porter plainte, entre guillemets, ou d'alerter quand ils se sentent discriminés. Alors les entreprises ont vraiment un intérêt à agir sur ces sujets car c'est des sujets qui vont à côté finalement d'un projet humaniste pour l'entreprise que moi je porte hein, et des raisons éthiques qui font que voilà, c'est quand même plus agréable de se dire en tant que chef d'entreprise que certes on a un projet économique mais qu'on a aussi des gens qui sont heureux de venir travailler, qui sont bien dans leur vie globalement. Donc à côté de tout ça, il y a des enjeux qui peuvent être vraiment des enjeux de performance pour l'entreprise. Je pense à l'attraction des jeunes talents, l'attractivité hein, des jeunes générations notamment. Je pense à des questions d'engagement. Les gens vont être plus engagés, plus motivés quand ils sentent que leur employeur s'occupe bien d'eux, et puis même quand l'employeur fait en sorte que peut-être des sujets un peu des irritants, on va dire, de la gestion du quotidien sont aidés par l'entreprise. Par exemple, la garde d'enfants, hein, c'est vrai que ça peut être vite un fléau pour les salariés parents. Ben, voilà, le fait de peut-être être aidé par l'employeur à travers l'accès à des places de crèche ou de l'aide au financement, des CESU pour financer de la garde d'enfants, etc. Ben, tout ça, ça va aider le salarié qui du coup va être plus concentré, plus disponible, plus engagé. Et puis il y a des obligations légales voilà, qui font que l'entreprise doit agir aussi. Elle doit agir voilà, sur le droit à la déconnexion suite à la loi travail 2017, donc sensibiliser les dirigeants, les managers, les collaborateurs. Voilà, globalement, moi je prends sur ces sujets, notamment de performance, je prends souvent plusieurs exemples pour montrer vraiment que la qualité de vie au travail, ça a un impact positif sur la performance économique. Le premier exemple, c'est la créativité. C'est pas en passant 24 heures à son poste de travail qu'on va inventer les nouveaux services, les nouveaux produits. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans une économie de l'innovation. On demande aux gens voilà, d'être créatifs. La performance commerciale aussi. On demande aux gens qui sont en contact avec le client d'être à l'écoute, empathique vis-à-vis du client. C'est pas quand on est stressé, fatigué qu'on va pouvoir le faire. Hein. Donc construire une vraie relation avec un client, pouvoir aussi discuter d'autres choses que du travail d'ailleurs, et voilà, et construire une relation authentique où on s'intéresse vraiment à l'autre, bah, c'est plus simple si effectivement on a soi-même une vie équilibrée, épanouie. Et puis dernier point, dans les nouveaux leviers aussi de performance que cherchent à activer les entreprises, il y a la question de l'intelligence collective, de casser les silos, de faire travailler les gens ensemble, etc. Et on voit encore des réunions qui commencent trop souvent dans un climat très tendu, où les gens sont fatigués, un peu agressifs les uns avec les autres, et vont passer 2 heures vraiment à ne pas s'écouter, et ça ne sera pas efficace, il n'y aura pas de vraies décisions prises, etc. Alors que dans une entreprise peut-être un peu plus vertueuse, qui s'occupe de la qualité de vie au travail, les gens vont peut-être démarrer la réunion en parlant du dernier match de foot qu'ils ont vu, ou de la dernière pièce de théâtre, et du coup il y aura un temps d'inclusion beaucoup plus naturel, et là où les autres ont perdu 2 heures sans finalement déboucher sur grand-chose, en 1 heure peut-être dans cette entreprise plus vertueuse, on va vraiment prendre des décisions, et le soir pouvoir tous partir 1 heure plus tôt, vous voyez, donc voilà, ça va être à la fois plus efficace, plus performant et plus agréable à vivre pour tout le monde. Donc voilà, l'intérêt vraiment pour les employeurs, il est d'instaurer un cercle vertueux entre le bien-être des salariés et la performance économique de leur entreprise.